Alors maintenant, justement, on va passer à cette troisième table ronde qui est intitulée « Mandataires engagés, partenaires stratégiques, convergence et orientation » autour du modèle SCOP. Et j'appelle sur scène nos 4 intervenants. Stéphanie Malice, présidente du directoire de BTP Banque. Stéphanie Malice. Jacques Chanu, SMA BTP. Paul Dufil, secrétaire général au PP BTP. Et Stéphane Roche, pro BTP. Bienvenue à tous les 4. Bonjour, ça va? On dit Stéphane, hein, pas Stéphane. Stéphane. Stéphane, il est là. Pardon, on dit Stéphane, hein. C'est bien ça, hein. Voilà. Pas faire d'erreur. Bienvenue à tous les 4. On a la chance d'accueillir donc 4 partenaires stratégiques de la fédération SCOP BTP pour échanger sur leurs perspectives, leur gouvernance, leur vision de la coopération avec les SCOP. Alors sans plus attendre, je vais d'abord m'adresser à Jacques Chanu, puisque la SMA BTP est l'assureur incontournable de la profession. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire 2 mots sur le contexte assurantiel et sur vos perspectives pour les années à venir? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Un petit point de ce qu'est la SMA BTP en quelques mots. La SMA BTP, c'est aujourd'hui 5,3 milliards de chiffre d'affaires. On a doublé le chiffre en 5 ans avec un marché phare qui est celui évidemment du BTP, hein, le marché cœur. Aujourd'hui, on représente à peu près 35% du marché, ce qui est beaucoup. Donc on est vraiment l'acteur de référence sur le BTP. On a aussi beaucoup grossi avec des croissances externes, notamment en rachetant un réassureur. C'est un grand mot. Les réassureurs, c'est les assureurs des assureurs. Et ce n'est pas intuitif, mais c'est totalement contracyclique du monde de l'assurance. Quand l'assurance va bien, les réassureurs vont moins bien. Et quand les assureurs vont moins bien, les réassureurs vont bien. Donc l'idée, c'est un peu, voilà, on s'est beaucoup aussi développé à l'étranger et dans des nouveaux produits, le transport. On a développé aussi, suite à des demandes très fortes de nos sociétaires, on a développé tous les marchés de caution, parce qu'on voit bien que dans nos marchés du BTP, on nous demande de plus en plus des cautions, aussi bien de retenue de garantie, de sous-traitance, d'avance et autres. Et nos amis banquiers étant limités pour des raisons réglementaires, bien sûr, par les lignes de caution, on s'est dit que c'était un service de plus complémentaire, en fait, qu'on pouvait faire. Bon, bref, on a développé cette entreprise avec un seul objectif qui était fort, c'était dérisquer notre exposition au cycle du BTP. Parce que comme les coopératives, on est dans un système mutualiste, donc quand votre mutuelle ne va pas bien, c'est les mutualistes qui doivent subvenir à l'équilibre. Et donc quand vous êtes exposé uniquement sur un marché, que ce marché ne va pas bien, forcément votre propre mutuelle elle-même est exposée et vous êtes quelque part contraint de demander un effort supplémentaire à vos clients sociétaires. Et donc notre idée, c'était de se dire, allons sur des marchés complémentaires, mais ce qui nous permettra, quand le BTP souffre trop, de ne pas avoir à très clairement augmenter les cotisations parce que notre mutuelle est en mauvaise position. Donc voilà en gros ce que l'on a fait. Les perspectives, elles sont simples pour nous, c'est de continuer à accompagner nos sociétaires avec 2 mots-clés qui sont à la fois la proximité et l'innovation sur les produits. Je pense qu'on y reviendra. La proximité, c'est comme nos fédérations, il faut être au plus près des adhérents sociétaires, c'est-à-dire que nous avons des implantations partout en région. On a décidé, en plus d'être propriétaire et de construire nos propres bâtiments, pour être sûr qu'on ne joue pas au Monopoly dans quelques années en disant on change d'endroit. Non, ce que l'on veut, c'est ancrer à la fois nos pôles de gestion, mais également nos bureaux commerciaux en région, dans nos locaux, en général, évidemment en lien avec les fédérations. Et puis l'innovation, c'est l'innovation sur les produits, puisque le BTP, par définition, contrairement à l'image qui donne à l'extérieur, est un secteur très innovant en termes techniques, en termes de produits. Et quand vous êtes l'assureur de référence, vous êtes obligé d'être, j'allais dire, novateur sur les produits d'assurance que vous devez de proposer, mais également, on y reviendra, sur quelquefois les modèles de structure juridique que nos adhérents ont, et en particulier les SCOP. Et on reparlera d'assurance avec vous tout à l'heure. On va voir un peu tous les grands enjeux du secteur. Et avec vous, Stéphanie,
forcément le côté financier, puisque la BTP Banque, filiale du Crédit Coopératif, joue un rôle essentiel dans le financement du secteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement des grands enjeux actuels pour la banque et des évolutions qui sont à prévoir? Bonjour à tous. Et effectivement, je suis contente parce que vous avez souligné qu'on était filiale du Crédit Coopératif et donc je suis là aussi en tant que membre du comité de direction générale du Crédit Coopératif qui est forcément le spécialiste bancaire pour ce monde des SCOP. On a beaucoup de défis à relever dans le monde de la banque, surtout dans le monde de la banque de l'entreprise. Je ne vais pas tous les énumérer parce que vous êtes aussi concernés, vous, en tant qu'entreprise, avec la digitalisation, la réglementation, enfin beaucoup de choses qui arrivent dans votre secteur et également dans notre secteur bancaire. Mais je voudrais insister sur, on en a parlé un petit peu juste avant, sur la transition de nos entreprises. Et nous avons un rôle très important à jouer dedans, donc à la fois par les services qu'on offre auprès de nos clients, mais également en interne. Et donc ça se fait à plusieurs niveaux, bien sûr. Il y a tout l'accompagnement de la transition environnementale, où là on accompagne les clients et donc les SCOP par des financements, des financements verts. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2025, on fait déjà quasiment 20% de notre production de crédit en crédit green. Donc c'est vraiment très très important. La transition donc environnementale, la transition sociétale. Le BTP fait appel à une main-d'œuvre qualifiée qu'on doit continuer à accompagner. Donc nous, en tant que BTP Banque, on accompagne la formation, on accompagne l'insertion. On est très attentif à ça. On est partenaire de pas mal de structures. Et puis, bien sûr, toute l'éthique et la gouvernance, où là, évidemment, la confiance est de mise. Et donc, dans une période comme nous connaissons, et nous, en plus, en tant que banquiers, on est soumis à beaucoup de contraintes, donc on est extrêmement attentif à tous ces sujets-là. Donc ça, ce sont des grands défis qu'on accompagne. Et ça veut dire que concrètement, comment ça va se traduire, et ça se traduit déjà, c'est sur les financements, notamment sur les financements que l'on fait de plus en plus, qui doivent répondre à des critères ESG. Aujourd'hui, 100% de nos collaborateurs sont formés ESG, les membres de notre conseil sont formés ESG, et quand vous contractez un crédit, vous devez répondre à ces critères-là, sinon ça vous coûtera plus cher, voire vous n'aurez plus le crédit. Donc c'est une vraie nouvelle contrainte qui n'est plus seulement le fait des grandes entreprises, mais qui arrive partout sur les entreprises. Et bien sûr, le monde des SCOP, ça n'y échappe pas. Donc il y a les financements ESG. Et puis après, il y a aussi chez nous la nécessité de revoir notre rôle de banquier. On n'est plus juste un simple prêteur. On doit être là vraiment dans le conseil, dès le départ, pour vous accompagner. Et donc, ça veut dire aussi que nous, on va être beaucoup plus en amont sur les sujets, et puis vous accompagner dans les transitions, mais aussi dans les sujets de transmission, qui sont très importants. On a créé au sein de notre groupe la banque d'affaires à impact. Donc, vous voyez, il y a le mot impact parce qu'on est très sensible. On a ces valeurs coopératives qu'on veut absolument continuer de véhiculer, mais pour autant, le sujet de transmission, il est commun à toutes les entreprises et également les SCOP. Donc voilà, en quelques mots, déjà les défis et puis ce que vous allez rencontrer demain. Merci Stéphanie. Alors il y a évidemment aussi la question très importante de la prévention, qui est un pilier évidemment incontournable du BTP. Paul Dufil, l'OPP BTP, c'est un acteur majeur de la prévention. Alors, je vais vous demander de dresser d'abord un rapide état des lieux des enjeux actuels en matière de sécurité et de santé au travail, et si vous pouvez aussi évoquer vos grandes orientations. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement ravi d'être avec vous aussi aujourd'hui. Moi, je vais faire le lien d'abord avec Jacques et Stéphanie, que je pense que tant notre assureur mutualiste préféré que le banquier vous dira à toutes et tous que la prévention, c'est bien, parce que la prévention des risques, la gestion des risques dans l'entreprise, ça rassure et l'assureur, et le banquier, et le chef d'entreprise aussi, qui dort mieux. Alors, sur un état des lieux un petit peu de la prévention aujourd'hui en France, il y a deux côtés à cette pièce. Je vais commencer par le côté face. Il est important de le dire parce que souvent, quand on dit prévention, on voit le mauvais côté de la chose. Mais la prévention, rappelons-nous que, et spécialement dans le BTP, c'est d'abord une belle histoire construite au fil des ans, avec des résultats qui s'améliorent, bon gré mal gré, à peu près de 3% par an. Chaque année, il y a ce qu'on appelle le taux de fréquence, 3% d'accidents de moins dans le BTP. Et donc, ce qui se traduit par un nombre d'accidents qui a quand même
considérablement baissé au fil des ans et qui traduit des avancées importantes sur les plans techniques, équipements, matériels, mais également organisationnels, compétences, mobilisation des entreprises également. Tout ceci s'est professionnalisé et de plus en plus très correctement porté, géré dans les entreprises. Alors malheureusement, il y a un côté pile, et le côté pile, on le voit d'abord pour dire, certes, il y a moins d'accidents qu'avant, mais il y en a encore toujours, et toujours beaucoup trop. Le BTP reste avec un taux de fréquence qui est 2 fois supérieur à la moyenne interprofessionnelle française. Ça se traduit par à peu près 80 000 accidents du travail enregistrés auprès de l'assurance maladie chaque année. Et ce qui est peut-être plus marquant, et en tout cas ce qui marque beaucoup plus, je dirais, le monde interne du BTP, parce que je crois que nous sommes nombreux à vivre ça intensément, mais ça marque aussi en dehors de notre secteur. Ce sont surtout les accidents mortels qui sont les plus frappants. Il y en a toujours à peu près une centaine d'accidents mortels sur chantier chaque année. Et puis avec certains drames particulièrement, je dirais, inacceptables. Vous vous souvenez sans doute, depuis le début de l'année, je vais citer 3 accidents particulièrement dramatiques. À Pomard, au mois d'avril, 3 compagnons, Olivier, Patrick, Jean-François, écrasés par un mur qui s'est écroulé. Un tout petit peu après, un jeune de 15 ans, Lorenzo, écrasé par une chargeuse près de Nice. Et puis, début juillet, un jeune de 19 ans, Mathis, qui a été enseveli sous 5 tonnes d'enrobé. Bon, c'est particulièrement choquant. Ce sont des drames, pensez à toutes les familles qui sont ainsi détruites. C'est aussi, alors c'est un immense gâchis, c'est un gâchis de talent, c'est un gâchis d'avenir. C'est aussi quelque chose qui marque au-delà de notre profession, qui nous pose aussi des soucis, je dirais à terme, y compris des enjeux d'attractivité dans les métiers. Donc très clairement, il y a encore du travail à faire. On a bien progressé, c'est bien, mais il faut vraiment continuer l'effort. Et pour cela, moi je crois qu'on a 4 priorités qui devraient être mieux adressées sur le plan national et qui ne dépendent pas que de nous, BTP. Tout d'abord, on voit qu'on est encore confronté à des enjeux de formation et de compétences, d'accès au métier. On pose d'ailleurs très explicitement la question en ce moment. Il faudrait faire en sorte qu'aucun de nos jeunes n'arrive sur un chantier sans une validation à minima d'une compétence permettant de se mettre en sécurité. Aujourd'hui, les jeunes qui démarrent un contrat d'apprentissage arrivent en entreprise directe. Alors, s'ils ont de la chance, le maître d'apprentissage fait bien son boulot, mais on sait que dans un certain nombre de cas, ils arrivent sur le chantier direct et sont exposés, je dirais, sans garde-fou, sans parade. Deuxième élément, moi je vais le dire comme ça, j'en ai parlé au pouvoir public de ce pays, en parlant de l'irresponsabilité de fait des maîtres d'ouvrage sur les questions de prévention. De fait, quand il y a un accident, qui se retrouve au tribunal, qui est condamné in fine, c'est le chef d'entreprise. Même si le chef d'entreprise, quelque part, bien souvent, est le lampiste, qui a subi tout un système qui s'exerce sur lui, et que celui qui aurait dû donner les moyens ne les a pas donnés, a joué de façon pas tout à fait claire avec la concurrence sur des questions de prix, et mettant finalement les intervenants sur chantier en risque. Et très clairement, on a besoin de faire en sorte que la maîtrise d'ouvrage, mais y compris la maîtrise d'œuvre, joue plus son rôle, prenne sa part et aide en cela les entreprises. Ça, pour moi, c'est le deuxième grand enjeu. Troisième grand enjeu, on a besoin de continuer la mobilisation des entreprises. Et être avec vous aujourd'hui, travailler en très étroit partenariat avec les SCOP, mais également avec la FFB, avec Olivier Saleron, avec la FNTP et d'autres, est important pour effectivement que chacun y pense au moment où il doit y penser. Parce que ce n'est pas après l'accident qu'il faut y penser, c'est avant, dans une logique, dans des routines managériales qui doivent être portées à chaque instant. Et puis le dernier sujet qui peut plus porter à caution, je l'entends bien, mais on est dans un pays démocratique, moi je m'en réjouis, et la démocratie ça marche bien s'il y a des règles et des règles appliquées. Donc on a aussi besoin, je pense, collectivement, de faire le nécessaire pour que la règle soit mieux appliquée, parce qu'aujourd'hui vous souffrez aussi du fait que ceux qu'on va appeler les vertueux respectent la règle, mais il y en a plein qui passent par des chemins de traverse et on a parfois le sentiment que c'est un peu trop facile pour eux. Donc voilà sur les enjeux, je dirais, principaux en prévention. Alors en quoi ça se traduit pour l'OPP ? 2 éléments qui ne changent pas dans notre philosophie. Première priorité, le terrain, le terrain, le terrain. On vient du chantier, tout revient au chantier, ça va être adapté au chantier, utile, utilisable, utilisé. Et la deuxième chose, à l'OPP, depuis déjà un certain nombre d'années, on a vraiment pris le parti de parler de prévention de façon positive,
de sortir du triptyque réglementation, obligation, sanction, qui correspond à un regard un peu traditionnel sur le sujet dans notre pays, pour passer à un triptyque d'incitation, information, valorisation, faire valoir les bénéfices, donner envie d'agir. Et alors concrètement, sur le terrain, enfin pour les années qui viennent, notre conseil y travaille, donc ce n'est pas encore totalement finalisé, mais les priorités qui ressortent, ça va être continuer nos actions de promotion massive, être entendu suffisamment sur le terrain, accompagner les entreprises pour effectivement les aider à mettre en œuvre les bonnes routines managériales, les bons outils pour réussir face aux défis de la prévention. Deuxièmement, nous allons plus nous occuper de TPE. Alors, les TPE n'ont pas plus d'accidents que les autres, mais elles ont plus de mal, en tout cas, à se mettre dans les normes. Ce n'est pas les plus faciles à atteindre, parce qu'il y en a beaucoup. Ça tourne très vite également, mais très clairement, il y a un besoin quand même de meilleur accompagnement et de leur parler de façon plus spécifique. Troisième priorité, on revient sur les questions de formation et de compétences. On accompagne à peu près 300 établissements de formation initiale professionnelle, formation supérieure. Mais il faut continuer pour aller vers l'excellence. Quatrième priorité, on va travailler plus avant sur tout ce qui est chaîne de construction et à commencer par la maîtrise d'ouvrage pour justement contrebalancer ce que j'ai présenté comme un des enjeux précédemment. Et puis enfin, on va continuer à travailler, à nous mobiliser pour suivre les accidents, en comprendre les causes pour justement mettre en avant les solutions et travailler sur tout le champ technique pour continuer à mettre à disposition des solutions adaptées pour les entreprises. Voilà un programme qui va bien nous occuper. Merci beaucoup Paul. Alors pour terminer avec vous quatre ce premier tour d'horizon de l'état des lieux des grands enjeux, on va parler de la protection sociale maintenant, autre élément central pour les professionnels du BTP, avec vous Stéphane Reuge. ProBTP est un acteur majeur de la protection sociale dans le secteur du BTP, notamment à travers la santé, la prévoyance, la retraite, l'épargne, c'est très vaste. Est-ce que vous pouvez là aussi donc, nous dresser un état des lieux des enjeux actuels auxquels sont confrontés les groupes de protection sociale et quelles sont les grandes orientations stratégiques de ProBTP pour répondre à ces défis dans les années à venir ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Stéphane. Et puis je me réjouis tout d'abord d'être parmi vous en ce moment si important du mouvement des coopératives du BTP, avec le passage de relais de Charles-Henri à Eric, que je salue au passage. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Pour revenir à la question que vous posez, le premier enjeu, il est directement lié au nom de ProBTP. Pro comme protection sociale et BTP comme bâtiment de travaux publics. En fait, nous sommes très clairement un outil au service de la profession et c'est notre première vocation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'attacher, en termes social, à accompagner des moments qui peuvent être joyeux, importants, plus douloureux dans la vie de chacun des collaborateurs. Vous avez parlé tout à l'heure d'humain. Et bien justement, nous sommes là pour accompagner cette dimension humaine. Joyeux, c'est la naissance. Moment important, c'est le passage à la retraite. On a parlé de l'insertion avec l'apprentissage. Nous accompagnons très fortement l'apprentissage, notamment au niveau du permis de conduire. Moment plus douloureux, quand il faut aider un aidant. Quand un aidant doit accompagner quelqu'un de sa famille. Le deuil, l'invalidité sont des moments qu'il faut accompagner. Et je crois qu'on parlait ce matin de moments douloureux, que vous avez eu un échange sur un moment douloureux. Nous avons activé dans la journée une cellule d'accompagnement social, d'accompagnement psychologique pour des salariés d'une entreprise qui fait face à un traumatisme en Bretagne actuellement. Donc voilà, ça c'est la mission première de ProBTP et c'est celle qui doit rester au fil du temps. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le monde de la protection sociale aujourd'hui, mais il est complémentaire à une dimension d'État, avec la sécurité sociale, et des finances publiques qui, je crois qu'il n'y a pas besoin, si on faisait un sondage autour de la table, on aurait 98 ou 99% de voix qui diraient qu'on sait qu'on a quelques petits problèmes financiers au niveau de notre État, de nos nations et de notre dispositif public. Notre rôle, nous, ProBTP, c'est, face à un monde de grande incertitude, de pouvoir être un roc, un repère, et quelque chose qui va donner de la confiance demain après-demain. Ça veut dire que notre première mission là-dessus, ça va être de nous adapter, d'avoir la capacité à adapter. Qui peut être capable de dire ce que sera la retraite dans 5 ans? Ce que sera la prise en charge d'assurance maladie dans 5 ans? Je crois que poser ces questions, les réponses, elles sont assez évidentes. En matière d'arrêt de travail, qu'est-ce qui sera pris en charge? Quelles seront les règles demain et après-demain? Notre rôle, c'est de nous adapter et de faire en sorte que pour vous qui travaillez au quotidien, eh bien finalement, il n'y ait pas de bouleversement, en tout cas qu'il y ait des évolutions, mais qui puissent être gérées le plus sereinement,
sans à-coups, sans brutalité. Voilà le deuxième enjeu. Et puis le troisième, et peut-être pour terminer, je crois que Éric d'Angremont l'a abordé dans son discours, alors peut-être pas sous le même angle, mais celui de la réglementation. Il y a un domaine de la réglementation dans lequel nous sommes très en lien avec vous, c'est la réglementation sociale, c'est l'URSSAF, ce sont les déclarations, les exonérations, etc. Là aussi, fondamentalement, notre objectif et notre enjeu, c'est de faire en sorte que nous internalisions le maximum de complexité pour faire en sorte que vos gestionnaires de paye, vos DRH, puissent avoir finalement à s'occuper de la première des vocations qui est la vôtre et la leur, qui est celle de gérer vos ressources humaines, de gérer vos compétences pour faire votre métier. Merci Stéphane. Alors on revient à l'assurance maintenant avec vous Jacques Chanu, mais cette fois sous l'angle de la gouvernance. Vous êtes un acteur privé, mais géré par les représentants du BTP. Alors en quoi ça vous distingue de vos concurrents et quelle est la place des mandataires dans votre fonctionnement? Les mandataires, j'y reviendrai. Ce qui nous distingue, c'est que la SMA BTP a été créée par des professionnels de la construction pour les professionnels de la construction. En clair, l'ensemble des administrateurs sont des chefs d'entreprise et artisans du BTP et qui sont là pour, j'allais dire, challenger en fait la mutuelle. Ce qui doit nous distinguer, c'est qu'on ne peut pas être une mutuelle, une compagnie d'assurance comme les autres, pour une raison simple, c'est qu'on est dans un marché concurrentiel très très fort, et que si on est comme les autres, eh bien on va parler en fait que de prix, que de, allez, j'allais dire presque de services classiques. Donc on se doit d'être meilleur et d'avoir toujours le meilleur rapport qualité-prix. Ça fait le lien avec le mandataire. Moi, je ne suis pas un professionnel de la banque, de la prévention ou de toute la sécurité sociale, ce n'est pas le bon terme, de toute la protection sociale. Moi, je suis un entrepreneur. Je ne suis pas un assureur. Donc ça veut dire que le rôle du mandataire, c'est d'être le représentant des sociétaires. Il y en a certains ici qui, on se connaît, on a pu travailler ensemble quand il y avait des sujets. On n'est pas là pour défendre une structure, on est là pour défendre ceux qui sont vos mandants, c'est-à-dire ceux qui vous ont élus pour les défendre au sein de ces structures, pour porter une voix, pour porter une vision, pour porter des attentes. Et je crois que c'est très important dans tous les mandats que l'on a, que ce soit SCOP, FEDE, tout ce que vous voulez, c'est de toujours bien garder ça en tête. Un mandataire doit rester avant tout un chef d'entreprise au service de ses collègues. Le lien qu'on a très fortement avec les fédérations est un garde-fou. Il y a des membres de droit dans notre conseil d'administration des fédérations, avec le renouvellement. Aujourd'hui, c'est un exemple de renouvellement au niveau des SCOP, avec un renouvellement de leurs représentants, qui fait qu'on reste toujours un petit peu éclairé par nos fédérations professionnelles qui sont évidemment toujours en pointe sur tous nos sujets et surtout sur leurs attentes. Si on est comme une grande compagnie d'assurance sur les produits, je pense qu'on est mort, parce qu'on est des lilliputiens par rapport, allez, on va dire les choses à AXA, par exemple. Si on a le même comportement, par exemple, quand il y a un sinistre, en termes de bienveillance, on va dire, c'est-à-dire en gros de rembourser, si on est comme les autres à chercher la petite bête, on est mort. Donc il faut vraiment avoir ce lien très fort entre les attentes des sociétaires, des clients, et les structures professionnelles gérées par des grands professionnels, y compris dans notre mutuelle, pour arriver à trouver un équilibre où il faut évidemment une rentabilité, parce que sinon vous n'existez plus, mais aussi un comportement différent de bienveillance vis-à-vis des sociétaires. Et là-dessus, ce qui est important pour ça, me semble-t-il, c'est d'avoir aussi une déclinaison en territoire des mandataires. Et nous avons la chance à la SMA BTP d'avoir des comités, ACCR, en acronyme, on est comme on est très très fort. Donc des comités consultatifs régionaux qui sont composés uniquement de chefs d'entreprise et d'artisans dans les territoires, par région, et qui nous font remonter avec les mots du BTP, c'est-à-dire très cash, ce qui va pas, et surtout leurs attentes. Les SCOP, il y a maintenant 2 membres des SCOP au sein de notre conseil d'administration au niveau national, et il y a toujours à minima un représentant des SCOP dans nos CCR. C'est un vrai garde-fou, parce que quand vous êtes à la tête d'une structure nationale, en tant que représentant des mandataires, d'avoir des collègues en région qui, de temps en temps, vous remettent un peu les pieds sur terre sur ce qu'ils attendent et autres, je trouve que c'est un excellent système, parce que ça permet de revenir à la fois gonflé, avec plein d'idées, au niveau national pour sortir des nouveaux produits. Alors, je voudrais qu'on reste sur ce thème de la gouvernance avec vous, Paul Dufil, en tant qu'organisme paritaire qui est piloté par les professionnels du BTP. Expliquez-nous en quoi votre gouvernance
est un atout pour une approche concrète et efficace de la protection, de la prévention, et quel rôle jouent les mandataires dans ce fonctionnement, là encore? Alors, je vais d'abord faire un petit rappel historique. L'OPP-BTP a été créé juste après la dernière guerre mondiale par un homme qui s'appelait Pierre Caloni. Pierre Caloni, ça a été un grand monsieur de notre profession, hein, que Pierre Caloni, il a été le fondateur et premier directeur général des Caisses Congés. Il a été le fondateur, premier directeur général de l'OPP-BTP, mais il a aussi très largement remodelé ce que sont devenus après SMA-BTP d'une part et Pro-BTP donc d'autre part. Et Pierre Caloni, donc, qui était, je pourrais le dire, au cœur de la forteresse patronale du BTP, hein, qui était avenue Victoria, près du Châtelet à Paris, a eu cette intuition que pour la prévention, il a souhaité allier, je reprends ces mots, la responsabilité du patron et la peine de l'ouvrier, d'où le choix qu'il a fait de créer l'OPP-BTP comme un organisme paritaire. Alors j'aime beaucoup l'expression de Jacques, l'expression du garde-fou, parce qu'effectivement, nous avons un conseil dans lequel siègent à parts égales des représentants des fédérations d'employeurs et des représentants des fédérations syndicales salariées. Et effectivement, le conseil, il est là pour parler du métier. Et bon, à nouveau, tout à la fois être le témoin, le reflet du terrain sur les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées et sur lesquels les entreprises souhaitent que nous mobilisions en priorité. Et puis, j'aime bien cette expression de garde-fou parce que très souvent, on peut partir, nous, en tant que professionnels de la prévention, nous aussi, on est un peu parfois hyper spécialisés, on part sur nos voies, sur nos lignes, et le conseil joue ce rôle de garde-fou, de nous ramener effectivement, et ça arrive pour moi, je dirais, régulièrement et de façon très positive et constructive, dans ce que je vais appeler le droit chemin, vraiment, du besoin des entreprises et des salariés. Alors, ça se passe, je dirais, sur le plan concret, c'est assez simple. Hein. L'OPP, on a donc un conseil d'administration qui est paritaire, qui fixe les grandes orientations, qui nomme le patron. Hein. Et puis, je dirais, ce qui est une particularité à l'OPP-BTP, du fait de notre statut. En revanche, les éléments de gestion dépendent purement du directeur général, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'intrusion d'éventuels conflits paritaires dans la gestion quotidienne, ce que je crois être plutôt un bon garant du fonctionnement de l'OPP-BTP, quoi qu'il puisse arriver par ailleurs. Donc, un conseil paritaire qui est vraiment là pour nous aider. Et je me permets de dire, je le dis avec un petit clin d'œil, je dirais même affectueux, moi je suis très attaché à la présence des SCOP également, parce qu'il y a quelque part une dimension identitaire dans les SCOP qui place vraiment les femmes et les hommes de l'entreprise au cœur de leur projet, qui fait qu'il y a une proximité de fait forte entre les SCOP et l'OPP-BTP. Ce thème de la gouvernance, on va en parler forcément aussi avec vous, avec Pro-BTP, Stéphane Roche, parce que Pro-BTP bénéficie d'une gouvernance qui est fondée sur la concertation avec les professionnels du secteur. Alors là aussi, un petit peu la même question qu'à Paul, en quoi cette gouvernance est un atout pour une approche pragmatique et efficace dans la gestion, la conception des services de protection sociale, et quel impact cette gouvernance a sur l'adaptation des offres aux besoins des travailleurs du BTP. Alors, un peu la même question, et donc on va avoir une réponse qui forcément est assez proche avec celle de Paul Dufil, parce que forcément les mêmes causes produisent les mêmes effets. Non, c'est clairement une force et un atout. Peut-être juste avant de revenir sur ça concrètement, dans les instances paritaires de Pro-BTP, il y a 5 fédérations patronales. Chacune d'entre la gouvernance politique fait que chaque fédération a une voix, et donc la fédération des SCOP dispose finalement de 20% du total du collège patronal, 10%, puisqu'il y a 5 fédérations de salariés. Donc le poids de la représentativité est bien évidemment très important. Très clairement, le paritarisme, au-delà de ce qu'a dit Paul, parce que je ne vais pas faire un doublon, tu l'as dit, donc je ne peux que te rejoindre là-dessus, permet également d'avoir un gros mérite, c'est qu'il permet de fédérer les partenaires sociaux dans un lieu où ils se retrouvent régulièrement, je ne vais pas dire quotidiennement, mais tous les mois. Et quand on est BTP, on a une profession qui est souvent perçue de l'extérieur comme très organisée, avec la SMA, avec BTP Banque, avec l'OPP, avec beaucoup de satellites. Et parfois, ça vaut quelques jalousies. Et parfois, ça vaut, de la part de certains organismes interprofessionnels, de la jalousie. Et puis, on essaye d'influer contre les structures professionnelles. Le paritarisme, là-dessus,
permet de retrouver tout le monde pour la défense de la famille du BTP. Avant que d'être un syndicaliste ou d'être dans telle famille, on est d'abord et avant tout de la famille du BTP. Ça, c'est une vraie valeur et le paritarisme est quelque chose qui permet de véhiculer cela. Enfin, dernier point par rapport aux produits, parce que je vais quand même venir à la question qui a été posée par Laurent. Ben, oui, nous avons des réunions. Enfin, on a des métiers qui sont très techniques, avec beaucoup de réglementation, on l'a dit depuis le début de cette table ronde. Et qui dit réglementation dit tendance à dire que ce sont les techniciens et ceux qui maîtrisent la réglementation qui font de plus en plus les produits. Et donc il y aurait un risque, c'est que ce soit les technostructures qui fassent les produits de prévoyance, de santé, d'épargne, etc. Et que finalement les instances politiques soient là, je ne vais pas dire pour avaliser sans vraiment rentrer dans le détail, non. Ce qu'on essaye de faire, et je crois qu'on y arrive objectivement bien, c'est de faire en sorte de prendre des temps d'échange à travers des commissions avec nos instances paritaires pour rentrer dans le détail de la finalité d'un produit, santé, prévoyance, épargne. Et derrière, 9 fois sur 10, l'orientation de fonds techniques réglementaires va être prise en compte, mais il y a toujours 1 ou 2 ou 3 petites adaptations qui vont être prises en compte parce que tel mandataire, tel mandant va avoir la perception concrète d'un élément de terrain qui va faire qu'on va adapter pour être encore plus proche de ce qui sont les besoins du BTP. C'est pour ça qu'in fine, nos produits sont complètement adaptés aux enjeux de la protection sociale de vos métiers. Merci Stéphane. Alors je reviens à vous Stéphanie Malice pour voir comment la gouvernance et la proximité s'expriment côté bancaire. Et j'ai 2 questions à vous poser en tant qu'acteur bancaire au service des entreprises du BTP. Alors d'abord, comment BTP Banque se distingue des autres établissements financiers? Et ensuite, quel rôle joue la proximité avec les professionnels du secteur dans votre approche? Alors c'est bien parce que ça me permet de parler de la gouvernance. Nous, on a aussi une gouvernance qui est... D'abord, nous aussi, on a été créés par des professionnels du BTP et on est au service du BTP. Ça, c'est clair, c'est dit. Dans notre gouvernance, Crédit Coopératif a des sociétaires. Nous, on n'a pas de sociétaire puisqu'on est une filiale. En revanche, on a mis en place une organisation qui fait que notre conseil de surveillance regroupe tous les professionnels du BTP. Donc on a le représentant de la Fédération française du bâtiment, le représentant de la Fédération nationale des travaux publics, le représentant des SCOP, de la SMA, enfin voilà, de l'ensemble des acteurs des caisses des congés, exactement. Donc de l'ensemble des professionnels du bâtiment et qui sont là justement aussi pour nous challenger. Pas dans notre métier de banquier, ça on sait le faire, mais pour nous challenger, et justement, comme ce sont tous des élus et donc des chefs d'entreprise, pour nous dire voilà ce qui se passe sur le terrain, voilà sur quoi vous devez vous adapter. Et donc nous, ça nous oblige aussi à avoir cette réalité de toujours se poser la question est-ce qu'on est une banque comme les autres et on industrialise tous nos produits, ou justement on essaie de trouver des solutions sur mesure adaptées au marché. Donc ce fonctionnement avec ce conseil et puis ces commissions fait que je pense que notre gouvernance est très particulière et ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, moi, c'est pour ça aussi que j'ai rejoint ce groupe, parce que je trouve que ça en fait une valeur très forte. Et c'est aussi pour ça, je crois, que BTP Banque rayonne au sein du secteur du BTP. Alors, sur la deuxième question, ce qui nous différencie, c'est la gouvernance, mais en fait, ça fait le lien avec la deuxième question, c'est aussi la proximité. Beaucoup de banques vont vous dire on est régionaux, on est proches, etc. Mais nous, la proximité, elle se fait à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de nos équipes. Nos équipes, ce sont que des experts du BTP, en fait. Ils sont spécialisés. Donc, c'est quand même une grosse différence. Vous n'êtes pas avec un chargé d'affaires qui passe de l'industrie à l'agroalimentaire. Voilà, il est très spécialisé. C'est vrai aussi, d'ailleurs, au Crédit Coopératif, qui a des charges d'affaires très spécialisées par secteur d'activité. Donc, très spécialisés, et du coup, qui vont vous parler des produits dont vous pouvez avoir besoin. Nous, on a quand même des produits phares, même si SMA fait quelques cautions. Les cautions, nous sommes les spécialistes de l'engagement par signature chez BTP Banque. On fait de la DAI. Il y a beaucoup de banques qui font plus de DAI parce que trouvent ça trop risqué. Nous, on le fait. On le fait parce qu'on connaît bien ce métier. On le connaît mieux que quiconque sur le secteur bancaire. D'accord ? Donc, c'est les équipes qui sont partout en France. Dans des centres d'affaires, on a une 40aine de points de vente en France. Tous nos centres d'affaires, à l'exception, je crois, d'un ou deux, sont dans les maisons du bâtiment. Donc, en fait, sont dans l'écosystème, aux côtés d'SMA, aux côtés de ProBTP, aux côtés de tous les acteurs du BTP. Donc, ils communiquent tous entre eux.
Donc, quand il y a des sujets opérationnels, ils font tous le travail de concert. Donc ça fonctionne très bien aussi au niveau du territoire. Et puis, pour finir, on parle de cette proximité. On est en permanence à l'affût de nouvelles solutions à mettre en place. Et j'ai d'ailleurs, moi, créé une direction de développement, là, actuellement, où on met en place des partenariats. On a signé un partenariat, par exemple, avec une société qui s'appelle Ecominero, je ne sais pas si certains connaissent, qui s'occupe du recyclage des déchets des entreprises de construction qui sont sur les chantiers. Bon, ben voilà, c'est typiquement des partenariats que quand vous êtes dans une banque traditionnelle, vous ne le faites pas. Nous, on le fait parce qu'on pense que ça apporte une solution à nos clients. Donc, on va chercher absolument à faire de la solution sur mesure, là où je pense que normalement, quand on est une banque plus traditionnelle, on va essayer d'industrialiser au maximum. Donc c'est ce qui fait vraiment notre différence. Notre taille nous le permet. Et puis, peut-être un dernier regard sur le modèle Scope dans le domaine de l'assurance, Jacques, puisque les Scopes sont souvent innovantes et peuvent parfois challenger vos produits et vos services. Alors, comment vous percevez ce modèle et comment vous pouvez accompagner son développement ? Alors, il n'y a pas que les scopes, mais les scopes, c'est vrai, challenge beaucoup. Et nous, on adore ça parce que, moi, je suis un chef d'entreprise. Ce que j'aime bien, c'est la concurrence. Et quand vous avez de la concurrence, ça vous oblige d'être toujours un petit peu à la pointe et à l'écoute de ce que attendent non seulement les clients, mais aussi, encore une fois, de la pertinence du produit que vous proposez. Les scopes ont souvent des approches, c'est vrai, un peu particulières. Je vais vous donner 2 exemples. Pardon. Le premier, Sébastien est là. Je suis allé à Grenoble, une ville que vous connaissez un peu, je crois, Laurent. Oui. Voir nos amis d'un CAE Cabestan. Donc Sébastien est là, on en a parlé tout à l'heure. Donc un CAE pour un assureur de base, je peux vous dire qu'il prend sa voiture et il se barre. Hein, parce que il y a une répartition du risque qui est complètement dingo. Et par rapport au modèle habituel. Et donc, avec le directeur technique, on y allait tous les deux, et Sébastien et ses équipes nous ont reçus, ont expliqué exactement comment il fonctionnait, ce qui permet de faire l'analyse réelle du risque et de la répartition du risque assurantiel. Parce que oui, il y a un truc qu'il faut qu'on ait quand même en tête, hein, dans le BTP, c'est qu'on a des assurances obligatoires. Donc, ça veut dire que ça nous oblige encore plus en termes de pertinence et de résultats. Quand c'est obligatoire, vous devez, quand vous êtes un outil de la profession, vous devez d'être encore plus performant. Et donc, voilà, ça a été un exemple où il a l'air un peu content, moi qui me racontais des blagues tout à l'heure, mais il avait l'air assez content de la définition, j'allais dire, du sur-mesure qu'on a fait pour eux et pour s'adapter à leur modèle. Et l'autre, c'est sur la partie plus qui concerne le dirigeant des scopes, donc votre nouveau président, M. Wex, qui est également président de notre CCR, mon cher Patrick, nous a interpellés sur un sujet majeur et que je crois que vous allez aborder demain, qui est le sujet de comment ça se passe à la sortie du dirigeant d'une scope. Quand vous êtes un dirigeant d'une structure standard, j'allais dire à statut habituel, on voit à peu près comment ça se passe. Vous vendez, vous transmettez, il y a une valorisation qui est faite, et puis le dirigeant, s'il est actionnaire de sa propre entreprise, part avec un capital, quel qu'il soit, mais part avec un capital. Quand vous êtes un dirigeant d'une scope, il se pose le moment de la sortie. Et comment on valorise cette sortie? Comment il se protège lui-même? Or, il ne faut pas se faire d'illusions. Un entrepreneur, il est là pour créer de la valeur ajoutée. Qu'il soit en scope, en SAS, en ce que vous voulez, il a ça en tête. Donc, il faut aussi être capable, me semble-t-il, d'apporter une réponse particulière aux dirigeants des scopes en termes de leur propre situation, en termes de protection et de sortie. Voilà, c'est ça aussi où il nous stimule. Honnêtement, tous les produits d'assurance vie et autres semblent standards pour tout le monde. Hein, on en fait aussi, hein, d'épargne retraite et autres. Eh bien, quand vous parlez à un dirigeant d'une scope, il a une sortie qui est un peu différente des autres. Donc, Patrick nous a demandé de réfléchir à ça. On est en train. Et là, c'est vraiment l'exemple typique où, sans doute, hein, je le dis honnêtement, les scopes ne seraient pas autour de la table à la SMA BTP. Je ne suis pas sûr que nos grands spécialistes, je parle sous leur contrôle, auraient eu l'idée d'imaginer un produit spécifique pour eux. Voilà, c'est tout bête, c'est très concret, mais voilà à quoi ça sert ce type d'interaction. Paul, un peu la même question qu'à Jacques, mais sous l'angle de la prévention, parce que les scopes portent souvent des pratiques managériales innovantes, notamment en matière de prévention et de sécurité. Et on le sait, il y a une coopération étroite qui existe entre l'OPP BTP et la Fédération Scope BTP. Mais comment, en fait, nous pourrions aller plus loin que ce qui existe déjà?
Alors, effectivement, tu l'as dit, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a, parce que j'ai parlé d'une proximité un peu identitaire entre OPP, BTP et SCOP, et ce qui fait que nous travaillons étroitement ensemble depuis tout un nombre d'années. Alors, pour rappeler, je dirais, ce qui a été fait précédemment, avec cette volonté de traduire des paroles en des actes bien concrets, je remonte à il y a déjà quelques années dans la Fédération des SCOP, quand la certification RSE a été lancée. C'était très innovant. Je dirais que ce n'était pas très suivi à l'époque. Vous étiez très clairement en avance. Et je trouvais très intéressant, je me souviens du président de l'époque qui avait même exprimé à un événement de l'OPP-BTP que pour lui, ça devrait même être obligatoire pour tout le monde. Et dans le statut RSE, on n'a pas oublié qu'il y a un chapitre social et prévention, parce que RSE, c'est bien la responsabilité sociétale des entreprises. Le E n'est pas pour l'environnement. Et dans la responsabilité sociétale, toute la partie sociale, personnelle, bien-être est une dimension importante. Alors, on a, au fil des ans, on a développé un certain nombre de choses ensemble. On a développé des objectifs partagés. Quand Charles-Henri est arrivé, on a lancé un objectif autour du document unique. Alors, on pourrait dire que le document unique, c'est obligatoire, tout le monde devrait l'avoir, mais de fait, tout le monde ne l'a pas. Le challenge qui a été lancé, qui n'est pas encore totalement rempli, c'était 100% des scopes ont un DU à jour et un plan d'action. On est à un peu plus de 80% aujourd'hui. Bon, on continue à progresser, mais comme quoi il reste de la marge. N'hésitez pas à en parler quand vous rentrez chez vous, autour de vous. Et ce que l'on a donc souhaité ensemble lancer, mais je dirais à votre initiative, nous on est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, mettre les ressources à disposition, c'est aller un cran plus loin en permettant justement finalement de cranter la progression en prévention des scopes. Et donc on lance ce qui s'appelle aujourd'hui le label 4 casques. Si on n'était pas en BTP, on ne parlerait pas de casque, bien entendu, on aurait dit des étoiles par exemple, mais là donc c'est 4 casques, qui est un chemin qui est donc proposé à chacun, un chemin assez simple. Les 2 premiers casques, c'est des choses qui vont se faire en auto-évaluation à partir d'outils qu'on met à disposition. Puis le 3e casque, là, ça demandera une application plus directe de l'OPP-BTP, donc quelque part une validation externe. Et puis le 4e casque, là, c'est le Graal. Là, ça ira avec des certifications externes. Il existe tout un nombre de systèmes de certification portés par d'autres acteurs. Il y en a 2 en particulier. Il y a un système ISO d'une part, et puis il y a ce qu'on appelle le MAS, qui est une association de prévention qui est très, très bien implantée en France. Donc voilà, la prochaine frontière sur laquelle nous partons ensemble pour vous aider à progresser. Et puis nous-mêmes, on apprend aussi à vos côtés pour pouvoir ensuite partager ça de façon plus large à toutes les entreprises. Et donc merci d'avance pour votre action, votre engagement et vos succès. Et merci à vous. Alors, nous allons terminer cette table ronde avec ProBTP, avec vous Stéphane, puisque ProBTP partage de nombreuses valeurs avec les scopes, notamment en matière de solidarité et de responsabilité. Alors, 2 petites questions très simples. Comment ProBTP perçoit le modèle scope dans le secteur du BTP, et de quelle manière vous pouvez soutenir la promotion de ce modèle coopératif ? Alors forcément, on perçoit en bien le modèle des scopes du BTP. Non, vous l'avez dit dans votre propos, on a un partage de valeurs. Et Éric d'Angremont, dans son discours, a rappelé l'importance de la valeur humaine et humaniste dans la gestion et le pilotage de vos entreprises. Je crois pour un groupe de protection sociale, c'est également au cœur de nos valeurs. Donc forcément, on se retrouve très spontanément sur une identité de valeurs et partage de ce point de vue-là. Après, comment peut-on aider chacune de vos entreprises ? En fait, on ne va pas rentrer dans des détails de produits, mais plutôt sur un horizon de temps. Je pense que c'est peut-être ça pour clôturer notre table ronde qui est important. Il faut qu'aujourd'hui, on vous donne les meilleurs services. Jacques l'a dit, on est dans un environnement concurrentiel, très concurrentiel. La mutuelle santé, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, c'est évident que si vous n'avez pas un produit à la plus haute performance, eh bien, rapidement, on ira voir ailleurs. Mais plus que d'être simplement à regarder ce qu'on peut apporter aujourd'hui, je crois que ce qui anime les administrateurs de ProBTP et la direction générale de ProBTP, c'est de se projeter également demain après-demain. Ce modèle d'un groupe de protection sociale, ce modèle finalement des outils que vous avez ici,
C'est un modèle qui est assez unique dans le paysage en France des différentes branches professionnelles. Il y a peut-être l'agriculture qui est très organisée également, mais beaucoup de secteurs n'ont pas cette richesse. Et donc l'une des missions que l'on a assez régulièrement, je prends une citation peut-être qui clôturera ça, mais qui permettra de résumer. Vous connaissez tous Antoine de Saint-Exupéry. Alors ça ne vient pas du Petit Prince, mais vous connaissez, je pense, la phrase, la citation qui est « On n'hérite pas la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte à nos enfants ». Quelque part, c'est ce qui nous anime chez ProBTP, c'est nous venons d'un actif qui a été généré par des anciens, et notre enjeu, mon enjeu, celui de l'équipe de direction générale de ProBTP, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, demain et après-demain, ce modèle au service de la profession, il puisse toujours être en vigueur. Un grand merci à tous les quatre de partager ce socle commun, la proximité, la gouvernance partagée, l'innovation et le rôle central des mandataires, ce qui permet de nouvelles coopérations fructueuses avec les scopes du BTP. Merci à tous les quatre pour cette table ronde très intéressante. Et d'ailleurs, pendant que vous rejoignez votre place, je vais remercier tous les partenaires SMA BTP, BTP Bank, donc ProBTP, l'OPP BTP pour ces échanges. Voilà, c'est une illustration concrète de la force de votre écosystème et de la confiance qui vous unit dans la durée.